Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Lucie Pellissier et je vais vous faire une présentation sur la question des migrations climatiques ce soir. Pour me présenter un peu plus précisément, moi je suis actuellement coprésidente d'une association de jeunes engagés pour le climat qui s'appelle Climates. Et au sein de cette organisation, je suis investie depuis 4 ans dans un projet qui s'appelle Youth on the Move et qui est un projet de recherche sur la question de la migration environnementale. Projet dans lequel j'ai développé une web-série documentaire qui s'appelle Les Déplacés climatiques, tournée en 4 épisodes au Bangladesh et au Sénégal, et qui vise à sensibiliser sur la question des migrations climatiques et à faire le lien entre changement climatique et déplacement de population. Je suis également consultante pour un réseau qui s'appelle Des ponts, pas des murs. Des ponts, pas des murs, c'est un réseau qui a été créé il y a un peu plus de 10 ans et qui est un réseau qui travaille sur la question des migrations internationales. Et depuis quelques années qui cherche plus spécifiquement à se concentrer sur la question des migrations climatiques et migrations environnementales. Et donc je travaille pour structurer une cartographie pour ce réseau. Je me permets de passer maintenant à la présentation, qui est donc essayer de comprendre aujourd'hui les enjeux de protection et la réalité des personnes déplacées par le changement climatique. Pour commencer, je me suis permise de mettre une petite image, donc comme vous pouvez voir sur le PowerPoint qui s'affiche à côté de moi, sur la figure du réfugié climatique. Donc aujourd'hui, dans les médias, on entend beaucoup parler de cette figure du réfugié climatique, avec généralement la représentation d'une personne les pieds dans l'eau, qui viendrait en fait affluer vers les pays européens ou occidentaux. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il en est et qu'est-ce qui se cache derrière cette figure et quelles sont les réalités que subissent ces personnes. Donc au-delà des clichés, je vais essayer à travers ma présentation de vous faire comprendre ce que sont véritablement les migrations environnementales, avant de montrer pourquoi il y a un lien effectif entre migration et changement climatique, et puis enfin d'essayer de comprendre comment protéger ces populations et derrière tout ça maintenir un lien de solidarité internationale fort entre les différents pays. Pour commencer, je vous propose de partir de la définition de l'OIM, donc de l'Organisation internationale des migrations, pour vous montrer à quel point il y a une grande diversité de réalités derrière la notion même de migration environnementale. Je me permets de vous la lire, elle s'affiche aussi à côté de moi sur le PowerPoint. On appelle migrants environnementaux les personnes ou groupes de personnes qui, essentiellement pour des raisons liées à un changement environnemental soudain ou progressif influant négativement sur leur vie ou leurs conditions de vie, sont contraintes de quitter leur foyer habituel ou le quittent de leur propre initiative, temporairement ou définitivement, et qui, de ce fait, se déplacent à l'intérieur de leur pays ou en sortent. Alors, il y a 5 facteurs assez intéressants et 5 points assez intéressants dans cette définition de l'OIM. Premièrement, cette définition fait référence au fait que ces personnes se déplacent du fait d'un changement environnemental soudain ou progressif. Qu'est-ce que c'est qu'un changement environnemental soudain ? On pense tout de suite aux cyclones, aux tsunamis, aux tremblements de terre. Mais donc, l'OIM fait référence également aux changements environnementaux progressifs. Et donc là, ça va être des événements plutôt type sécheresse, type dégradation des terres, type érosion des sols, qui peuvent aussi causer des déplacements de population. Deuxième facteur intéressant et à prendre en compte, et ce que dit l'OIM, c'est que ces changements environnementaux peuvent influer négativement sur leur vie directement ou sur leurs conditions de vie. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que l'OIM, par là, reconnaît le fait que
un changement environnemental peut nous impacter directement. Donc par exemple, effectivement, si on se retrouve les pieds dans l'eau, effectivement, ou que notre maison est détruite, on est obligé de se déplacer. Mais que le changement environnemental peut aussi agir de manière plus ou moins directe, et notamment à travers nos conditions et nos modes de vie. L'exemple le plus basique à cela, c'est toutes les personnes effectivement qui dépendent de l'agriculture, de la pêche pour vivre, et qui, bien sûr, quand il y a des changements brusques ou des changements, type des sécheresses ou un aménagement des ressources, sont obligés de se déplacer et sont obligés de perdre leur capital économique et on va dire, ce qui constitue la base de leur vie pour vivre. Troisième élément important de cette définition de l'OIM, c'est que ces personnes sont contraintes de quitter leur foyer habituel ou le quittent de leur propre initiative. Donc là, il y a bien sûr la notion de choix dans la migration. Ces personnes peuvent être contraintes, c'est-à-dire qu'elles peuvent être forcées à partir. Effectivement, parfois, on n'a pas de choix d'être déplacé, on peut être déplacé de force. Mais il est important de dire que dans la migration, il y a aussi toute une partie où il y a un choix et que ces personnes peuvent prendre la décision de migrer et de prendre en considération des différents facteurs dans leur choix de migration. Quatrième élément important, c'est la question de la durée de la migration. Toutes les migrations ne sont pas définitives. Il y a aussi une diversité de durée dans la migration. Ça peut être une temporalité qui est assez courte, se déplacer le temps d'une catastrophe naturelle pour se mettre à l'abri. Par exemple, aller dans un abri anticyclone le temps que le cyclone passe. Ça peut être un peu plus long, quelques années, le temps de reconstruire sa maison dans l'endroit où à la base notre maison a été détruite. Mais ça peut être aussi des déplacements qui sont définitifs. Ce qui est important aussi sur cette durée, c'est qu'il y a aussi différentes étapes. Les déplacements ne sont pas linéaires. On ne va pas forcément d'un point A à un point B et on y reste toute notre vie. On peut se déplacer d'abord dans une première ville, après dans une autre, après potentiellement revenir. Donc la définition de l'OIM ne couvre pas non plus toutes ces situations et pas complètement le fait que il y a une mobilité des personnes qui reste quand même permanente tout le long de leur vie. Dernier élément important à comprendre et qui permet de comprendre la diversité de réalité derrière cette notion de migration environnementale, c'est le fait que ces personnes peuvent se déplacer dans leur pays et peuvent en sortir. Généralement, quand on parle de migration, les gens ont tendance à penser que la migration est forcément quelque chose d'international. Or, ce n'est pas le cas. Les migrations peuvent être aussi internes et de très courte distance. Et donc, il est important effectivement de rappeler dans cette question des migrations environnementales que les gens peuvent se déplacer aussi bien dans leur pays que dans des pays voisins, que potentiellement beaucoup plus loin. Donc, derrière toute cette définition de l'OIM, vous voyez qu'il y a en fait une grande diversité de réalités et de situations que couvre la question des migrations environnementales. Je me permets de poser 3 types de questions qui vont permettre un peu de comprendre un peu mieux le phénomène et comprendre un peu les enjeux qu'il y a derrière. Alors, premièrement, première question, déjà, comment qualifier ce phénomène? Et quels termes on utilise pour quelle situation? Ça ne vous a pas échappé, on ne parle aujourd'hui pas seulement de migrants environnementaux, on parle beaucoup de réfugiés climatiques, on peut parler de déplacés environnementaux, des fois on entend même personnes déplacées par le changement climatique, personnes victimes du changement climatique, déplacés écologiques. Voilà, il y a toute une diversité de termes qui permettent de qualifier ces situations de migration environnementale. Et alors, du coup, quels termes on choisit? Quel nom? Est-ce qu'on parle de migrants? Est-ce qu'on parle de réfugiés, de déplacés, de victimes? Quel adjectif on utilise? Est-ce que environnemental, c'est plus correct parce qu'on parle seulement de l'environnement? Est-ce que climatique,
c'est pas intéressant aussi parce qu'il y a un peu une notion militante qui nous permet de dire que le changement climatique a un impact là-dedans. Est-ce que finalement toutes les migrations environnementales ne sont pas des migrations économiques parce que les gens ne peuvent pas vivre là où ils peuvent vivre à cause du fait que voilà, ils n'ont plus les moyens de vivre là où ils habitent. Est-ce qu'on peut parler aussi de migration écologique? Voilà, tout ça, c'est des débats qui ont lieu aujourd'hui et sur lesquels il faut, je dirais, pas trop non plus s'attarder, enfin qui sont très importants, mais sur lesquels il faut pas trop s'attarder dans le sens où il y a autant de termes que de situations. Et à chaque fois, ces situations et ces termes ont une implication juridique ou politique. Je vais revenir un petit peu plus tard là-dessus, mais par exemple, le terme même de réfugié climatique n'a pas de fondement juridique, par exemple, mais il peut être utilisé dans un sens politique pour dire que, par exemple, ces personnes impactées par le changement climatique, si elles doivent se déplacer, devraient pouvoir obtenir un statut et devraient pouvoir être protégées. Idem quand on parle de déplacés environnemental, par exemple, on prend en compte le fait que ces personnes déplacées sont forcées à se déplacer. Donc tout ça, c'est quand même assez intéressant et c'est intéressant d'avoir une diversité de termes pour qualifier ce phénomène. Si on veut être englobant pour parler de tout ça, le mieux, c'est peut-être de parler de mobilité humaine dans un contexte de changement climatique et de dégradation environnementale. Peut-être le plus correct. Mais concrètement, chaque terme peut se défendre. Deuxième grande question qui se pose, c'est où est-ce que vont ces migrants environnementaux ? Et comment anticiper ces déplacements de population ? Alors, ce qu'il faut savoir, contrairement à ce que l'imaginaire collectif peut véhiculer, c'est que la majeure partie de ces migrations sont des déplacements qui sont internes au pays, et plutôt donc de courte distance. Deuxièmement, lorsque ces personnes se trouvent à traverser des frontières, ce sont principalement dans des pays qui sont voisins. Troisièmement, malgré, donc, comme je vous disais, cette image véhiculée dans les médias et l'imaginaire collectif, il y a seulement une minorité de personnes qui se dirigent vers les pays européens. Donc, vous voyez que c'est quand même un phénomène qui reste principalement interne et quand on y pense, c'est assez logique. Une personne qui va perdre, par exemple, sa maison au bord de la mer n'a pas de raison, perdre sa maison au bord de la mer au Bangladesh n'a pas de raison de se rendre directement en France pour migrer. C'est tout à fait logique, mais l'imaginaire collectif n'est pas forcément très logique sur ces questions. Et donc, ce qu'il faut toujours bien sûr prendre en compte derrière, c'est que migrer, ça coûte cher, c'est une décision qui n'est pas facile. Donc déjà, à courte distance, ça affecte la vie des gens. Donc plus on se déplace loin, plus c'est quelque chose qui demande de mobiliser des ressources financières, culturelles, parce qu'il faut avoir des réseaux énormes, et puis énormément de contacts pour pouvoir se déplacer. Dernier point important derrière cette question, c'est que parler de migration et de déplacement de population ne doit pas empêcher de parler d'immobilité. Ou en d'autres termes, de toute la question des populations qui sont piégées. C'est-à-dire que le changement climatique impacte effectivement la mobilité humaine, mais peut aussi, dans certains moments, empêcher les personnes de se déplacer. Or, se déplacer, c'est quand même se mettre en sécurité face à des situations qui peuvent mettre en péril notre intégrité physique. Donc il est quand même important de rappeler que des populations peuvent se retrouver en situation d'immobilité et des situations qui risquent d'augmenter leur vulnérabilité. Troisième question qui paraît également importante et qui questionne beaucoup aujourd'hui et voilà, c'est souvent la première question qui se pose. C'est bien beau de parler des migrations environnementales et des réfugiés climatiques, mais combien ils sont, combien ils vont être, combien de personnes ça concerne.
Alors, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à dire. On sait que chaque année, 26 millions de personnes sont déplacées à cause des catastrophes naturelles. Ça, c'est une source qui est quand même assez sûre, qui est de l'IDMC. Et donc, c'est les personnes qui sont comptabilisées, donc déplacées de force par les catastrophes naturelles. Vous voyez qu'il n'y a pas toutes les situations évoquées, par exemple, dans la définition de l'OIM, qui se retrouvent dans ces personnes déplacées. On trouve plein d'autres chiffres. Par exemple, ce chiffre avancé par Myers, qu'il y aurait 150 millions de réfugiés climatiques d'ici 2050, ou d'autres chiffres qui font des projections à échéance 2050, 2100, 2080. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça, c'est des projections. Donc, c'est-à-dire que ça dépend des efforts qui seront faits en fonction du réchauffement climatique, donc de l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre et de l'effort fait pour maintenir le réchauffement en dessous d'un seuil respectable, et puis bien sûr de toutes les politiques d'adaptation et de protection des populations qui iront avec. Aussi, voilà, tout dépend dans ces chiffres, les personnes qu'ils mettent dans ces projections-là. Est-ce que c'est les personnes qui sont, donc, comme je disais, déplacées pour des raisons de catastrophes soudaines, les cyclones, les inondations, ou est-ce qu'on prend aussi en compte une personne qui est obligée de se déplacer à cause de sécheresse ou le fait que le changement climatique ou qu'un événement naturel a pu être un accélérateur de vulnérabilité dans une région qui a pu provoquer une instabilité politique ou économique. Tout ça, c'est bien sûr pas forcément dit dans ces projections. Dans cette volonté de quantifier le phénomène et comprendre combien de migrants climatiques il va y avoir, il faut vraiment faire attention aux chiffres qui sont avancés, qui peuvent avoir pour but de présenter la migration comme une menace. Ce qui est important, vraiment, encore une fois, de rappeler, c'est que la migration, c'est avant tout un moyen d'adaptation pour les populations et un moyen de se protéger. Et souvent, ces chiffres sont mal utilisés et peuvent constituer, être présentés comme une conséquence dramatique du réchauffement climatique et ne pas prendre en compte le fait que c'est des situations humaines avant tout. Mais je vais revenir sur ce point un petit peu plus tard, dans la troisième partie, lorsqu'on parlera de la question de protection de ces populations. Alors ça, c'était pour vous présenter un peu le contexte, donc essayer d'un peu plus de comprendre ce que sont les migrations environnementales. Mais ce que je vous propose maintenant, c'est de comprendre pourquoi aujourd'hui on fait le lien entre migration et changement climatique. Pourquoi aujourd'hui le changement climatique impacte particulièrement le schéma de mobilité. Alors, je me permets de vous rappeler que l'homme s'est toujours déplacé en fonction de son climat et de son environnement. C'est-à-dire qu'il y a eu, depuis que la Terre existe, pardon pour la généralité, mais des variations du climat et donc un changement environnemental, qu'il soit au niveau des saisons ou au niveau de siècles, au niveau de millénaires. Mais il faut savoir que la biodiversité et bien sûr l'homme s'est toujours adapté et donc en s'adaptant s'est toujours déplacé en fonction de son climat et de son environnement. À l'époque aussi, avant le 21e siècle, là on est passé depuis peu dans une situation où plus de 50% de la population est urbaine, mais avant ça la population était quand même principalement rurale, ce qui veut dire qu'une population, ça veut dire qu'une population rurale, c'est une population qui dépend principalement de la terre, avec des modes de vie donc très tournés vers la terre. Et comme je disais, en fait, si y a des choses qui changent dans la terre, il y a effectivement un risque que les populations se déplacent. Pour ne citer qu'un exemple,
On peut parler de la grande famine irlandaise qui a eu lieu de 1845 à 1852. Donc, vous pouvez voir une petite illustration sur la présentation. Par exemple, dans ce cas-là, en 1840, il y a eu un temps un peu plus chaud et humide en Irlande qui a permis en fait au mildiou de proliférer. Et donc, le mildiou, donc, c'est un petit insecte parasite qui mange les patates. Et donc, en proliférant, eh ben, il y a des mauvaises récoltes consécutives. Et ça a provoqué une famine en Irlande. Et cette famine a causé le déplacement de plus de 2 millions de personnes qui sont parties d'ailleurs en Europe, mais beaucoup aux États-Unis. C'était une des premières vagues de migration aux États-Unis. Et puis surtout, près d'1 million de personnes qui sont décédées à cause de ça. Et donc ça a réduit la population, par exemple en Irlande, de 20 à 25%. Mais pourquoi aujourd'hui on fait particulièrement le lien entre le dérèglement climatique et les migrations? Parce qu'effectivement, avant, on parlait un petit peu des migrations environnementales et c'est pas quelque chose de nouveau, et c'est effectivement important de le rappeler. Mais il en reste qu'on est quand même dans une situation qui est tout à fait exceptionnelle. Alors, 2 graphiques sur la présentation que vous pouvez voir. Alors d'abord, celui de gauche, c'est un graphique qui vous montre l'évolution de la température des dernières des derniers 2000 ans. Et on peut voir que les 50 dernières années montrent un accroissement de la température complètement énorme, avec entre 1850 et aujourd'hui 1,3 degré de réchauffement. Et on peut voir sur le schéma d'à côté les projections du GIEC. Donc le GIEC qui est le groupement intergouvernemental d'experts sur le climat, qui est donc un groupement de scientifiques qui fait des scénarios sur les changements climatiques et qui essaye de comprendre comment le changement climatique va impacter la planète. Et donc le GIEC a fait toute une série de scénarios en imaginant combien, qu'est-ce que avec ce qu'on produisait aujourd'hui en émissions de gaz à effet de serre, donc c'est amusé à faire différents, enfin, c'est pas amusé, mais a fait différents scénarios pour estimer les montées des températures en fonction de notre manière de consommer et bien sûr les impacts que ça allait avoir derrière sur nos modes de vie, sur la biodiversité, sur les océans, sur la morphologie des glaciers et toute une autre série de choses. Le scénario optimiste du GIEC, c'est-à-dire le respect de l'accord de Paris, c'est qu'on pourrait rester en dessous d'un réchauffement de 2 degrés. Donc je vous l'ai dit, aujourd'hui on est déjà à un réchauffement d'1,2 degré. Donc l'objectif de l'accord de Paris qui a été signé à la COP 21 en 2015, c'est donc de maintenir le réchauffement en dessous de 2 degrés, voire 1,5. Sachant que déjà à 2 degrés, les îles Pacifiques et les territoires de basse altitude seront déjà probablement sous les eaux. C'est d'ailleurs pour ça qu'au moment des négociations internationales, ces États insulaires et vulnérables ont milité pour mettre l'objectif d'1,5 degré dans l'accord de Paris, en expliquant que 2 degrés, c'était déjà quelque chose qui ne leur permettait déjà plus d'exister. Donc c'est carrément la disparition de leurs États. Donc ça, c'est le scénario, on va dire, optimiste, qui, vous voyez, n'est pas si optimiste que ça. Les scénarios pessimistes du GIEC, c'est-à-dire si on ne fait rien, donc le scénario business as usual, donc on continue concrètement comme on fait aujourd'hui, c'est un scénario de 7 voire 8 degrés de réchauffement d'ici la fin du siècle, donc d'ici 2100. Ce qui concrètement est quelque chose qui serait catastrophique. Parce que déjà, au-delà de 2 degrés de réchauffement, le GIEC et les experts climatiques, les climatologues ont du mal à estimer concrètement
à quel point la planète aura du mal à s'adapter et nous, à quel point ça va être compliqué de s'adapter. Notamment à travers toute cette notion de tipping point, donc les points de non-retour qui vont faire qu'au bout d'un moment, le climat s'emballe et il sera potentiellement impossible de revenir en arrière. Petit exemple sur ce que ça peut être au niveau de l'Europe. Qu'est-ce que ça signifie plus ou moins 5 degrés par exemple en Europe? Alors, sur la carte de gauche, vous voyez par exemple la carte de l'Europe il y a 20 000 ans. À ce moment-là, on est dans la dernière période glaciaire en Europe, la dernière période récente glaciaire. Et donc, l'Europe était recouverte en partie par des glaciers. Donc, vous voyez, les glaciers arrivaient recouvraient toute une partie de l'Angleterre et de l'Europe du Nord. Et par conséquent, comme ces glaciers recouvraient tout ça, du coup, le niveau de la mer était beaucoup plus bas. Donc, vous voyez, on pouvait traverser, passer de la France à l'Angleterre par la Manche, par exemple. Vous voyez que le glacier des Alpes était aussi beaucoup plus important. Ça, c'était donc avec 5 degrés en moins de réchauffement seulement. Donc, et ça, il y a 20 000 ans. Donc, en 20 000 ans, on a gagné 5 degrés de réchauffement par rapport à 20 000 ans. 5 degrés de plus, vous pouvez imaginer du coup ce à quoi ça correspondrait. Alors, pour vous montrer par exemple une autre carte, sur la carte de droite, vous voyez la morphologie de l'Europe si tous les glaciers fondent. Concrètement, qui dit réchauffement, dit effectivement fonte des glaciers et bien sûr montée des eaux et érosion. Et donc vous voyez la morphologie de l'Europe avec toute une partie de la France sous l'eau, une grosse partie de l'Europe du Nord également sous l'eau, de la Grèce et des pays méditerranéens. Voilà, donc une situation extrêmement dramatique, sachant qu'on sait que la plupart de la population européenne et dans le monde habite près des côtes ou sur la côte. Voilà pour l'exemple européen. Donc, comme vous le voyez, les migrations vont être accélérées et sont accentuées par le changement climatique. Donc, il y a effectivement toute une série de conséquences dramatiques du réchauffement climatique qui sont la montée des eaux, le dérèglement des schémas de précipitation, pas seulement l'augmentation des précipitations, mais vraiment un dérèglement, c'est-à-dire qu'il y a certaines régions qui vont recevoir beaucoup plus d'eau qu'elles ne reçoivent d'habitude et d'autres qui vont recevoir beaucoup moins. Et donc, concrètement, tout l'écosystème et toute la biodiversité va devoir se réadapter. Ça, c'est une conséquence pour nous aussi parce que en s'adaptant, concrètement, le réchauffement va aller trop vite pour que tout l'écosystème puisse s'adapter. Ça va être par exemple une forêt tempérée en Europe qui va se retrouver avec un climat tropical, voire désertique. Concrètement, ça veut dire que les arbres meurent. Et donc derrière tout ça, plein de pratiques en lien avec le fait d'exploiter par exemple cette forêt qui se perdent. Donc tout ça va bien sûr engendrer des risques de disparition entière de territoires. J'ai déjà mentionné les îles Pacifiques, mais vous voyez que ça va concerner aussi les pays européens et certains espaces européens. Les saisons vont être déréglées, donc avec derrière tout ça des risques pour la santé, pour l'alimentation, avec donc des risques, une insécurité alimentaire accrue et donc des risques de famine, des risques de très forts d'insécurité dans certains endroits. Et donc qui dit insécurité peut dire aussi concrètement augmentation de certaines tensions en lien avec les ressources. Et puis potentiellement des populations qui vont avoir à se déplacer beaucoup plus nombreuses. Donc, au-delà de tous ces scénarios divers et variés sur le changement climatique et ces déplacements de population, l'enjeu est quand même de protéger les populations et surtout de maintenir la solidarité internationale face à cette situation. Vous l'aurez compris, la première chose à faire est évidemment
de tout faire en sorte pour que le réchauffement climatique soit maintenu bien en deçà de 2 degrés de réchauffement d'ici la fin du siècle. Ce qu'il faut savoir, c'est que face à ces différents scénarios, il s'avère qu'il y a souvent des préjugés et une tentative sécuritaire des pays occidentaux. Concrètement, des arguments qu'on pourrait entendre, c'est se dire que, pour éviter, et un argument pour rentrer dans la lutte contre le changement climatique, pour engager les pays occidentaux à s'engager à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est dire, voilà, ça va augmenter l'instabilité, ça va augmenter plein de choses, et ça risque d'augmenter le nombre de migrants. Donc, du coup, leur argument serait on va essayer de s'engager dans la lutte contre le changement climatique pour combattre l'immigration. Bon, on ne peut pas présenter la chose comme ça. Bon, déjà, vous avez vu que c'était un peu plus compliqué que ça et que le changement climatique agit beaucoup plus comme un accélérateur de vulnérabilité que comme une conséquence, comme un facteur qui intervient directement sur l'immigration. Et donc, voilà, les migrations sont vraiment présentées comme une menace, une conséquence du réchauffement climatique. Et donc tous les scénarios dont je vous ai parlé, qui en fait sont un peu affolants et qui parlent de migrants climatiques, nourrissent des politiques qui sont sécuritaires et un discours anti-immigration très souvent généré par des mouvements d'extrême droite. Il s'avère que les gouvernements européens notamment, mais c'est vrai aussi aux États-Unis, au lieu de financer et de mettre leur énergie dans l'atténuation des effets du réchauffement climatique, dans le développement, dans l'aide au développement pour les pays les plus vulnérables, dans l'aide à l'adaptation, finalement se retrouvent à financer des politiques anti-immigration et des politiques répressives aux frontières, comme par exemple avec l'agence Frontex, qui vise à contenir les migrants aux frontières. Ou par exemple les accords bilatéraux qui sont passés avec différents pays. Ça peut être les États-Unis avec le Mexique pour contenir les migrants mexicains, ou la France avec la Libye ou la Turquie pour éviter que les migrants arrivent en Europe. Tout ça, c'est pas des politiques qui sont intelligentes parce qu'on n'empêchera jamais les gens de se déplacer, surtout des personnes qui ont besoin de se déplacer pour des raisons de sécurité. Donc, c'est pas un argument qui est aujourd'hui entendable et c'est pas un argument qui est rationnel. Il est essentiel de comprendre les mouvements de population et la réalité de ce que ces personnes vivent pour pouvoir mener vraiment des politiques migratoires appropriées. Un petit chiffre, aujourd'hui, il faut savoir qu'en 2020, il y a moins de personnes migrantes dans le monde qu'au début du siècle, qu'au début du XXe siècle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a à peu près 3% de personnes migrantes en déplacement dans le monde. Au début du siècle, ça tournait plutôt autour de 5%. Donc aujourd'hui, moins de personnes se déplacent. Avec le Covid, c'est encore plus vrai. Comme je vous disais aussi avant, c'est des migrations qui sont principalement internes. Donc en fait, on nourrit aussi, les médias et ces discours-là nourrissent toute une peur de la migration pour en fait finalement une minorité de personnes qui se déplacent vers les pays occidentaux et qui finalement sont trop visibilisés dans le mauvais sens du terme, bien sûr, par rapport au phénomène global. Et puis ce qui est important de rappeler, c'est qu'il y a évidemment des personnes qui sont déplacées et qui peuvent être considérées comme migrantes environnementales dans les pays développés. C'est le cas par exemple des personnes qui ont été sinistrées dans la vallée de la Roya ou la vallée de la Vésubie dans le sud de la France en octobre dernier. Pour ne citer que cet exemple, ou si on veut citer d'autres exemples, ça peut être les feux de forêt en Grèce ou encore les peuples samis en Finlande qui sont aussi obligés de se déplacer à cause des effets du changement climatique.
Donc vous l'aurez compris, derrière cela, il y a un véritable enjeu de solidarité internationale face au changement climatique et de combattre ces discours et de parler correctement à la fois du changement climatique et de la migration. Pour ça, il est important de reconnaître la vulnérabilité de ces populations, donc reconnaître qu'elles sont victimes en fait du changement climatique et donc derrière tout ça, des personnes qui ne font pas d'efforts de ce point de vue-là. Mais il faut aussi bien sûr reconnaître la capacité d'adaptation et de résilience de ces populations. Donc pas seulement les considérer comme victimes, mais comme des personnes capables de faire des choix, d'agir et de se protéger. Donc pas infantiliser les populations migrantes. Voilà. D'ailleurs, le fait que la migration est une stratégie d'adaptation, ça a été reconnu par la Convention de Cancun dans les négociations climatiques. Au niveau de la protection juridique de ces personnes, alors il y a différentes choses. Il faut savoir qu'il n'y a pas de cadre de protection international, que le statut de réfugié climatique n'existe pas. Le statut de réfugié, c'est un statut qui est seulement proposé par la Convention de Genève, donc la Convention de 1952 qui accorde le statut de réfugié politique. Pareil, tous les migrants dits économiques ne rentrent pas dans ce statut. Et donc le statut même de réfugié climatique n'existe pas. Il y a aujourd'hui pas mal de débats pour se poser la question, est-ce qu'on devrait intégrer le facteur climatique dans cette convention de Genève ? A priori, c'est pas ce qui se dessine. Tout simplement parce que, comme vous l'avez compris, les migrations environnementales correspondent à toute une diversité de situations. Or, parler de réfugiés climatiques, c'est pas forcément satisfaisant, parce qu'on ne peut pas forcément dire qu'une personne... on peut dire qu'une personne a été déplacée d'un cyclone, dire si ce cyclone est dû directement au réchauffement climatique ou s'il est dû à l'inverse, si c'est un phénomène naturel qui a été augmenté par le changement climatique. Donc c'est toujours un petit peu compliqué à dire. Et puis en plus, ça pourrait prendre difficilement en compte le fait que des populations se déplacent et que le facteur environnemental pourrait être un facteur parmi d'autres facteurs et qui se retrouvent entremêlés entre différents facteurs. Donc cette volonté de l'intégrer au sein de la Convention de Genève a été un petit peu mis de côté, on va dire. Ce qui se fait un peu plus aujourd'hui, c'est plus des cadres de protection régionaux. Donc, il y a différentes initiatives dans des pays. Par exemple, la Convention de Kampala en Afrique de l'Ouest qui permet de reconnaître une libre circulation des personnes dans cet espace et donc par là de donner en fait un cadre de protection aux personnes qui sont déplacées par les questions de désertification. On peut citer aussi l'initiative Nansen, qui n'est pas forcément un cadre de protection régionale, mais qui est une initiative interétatique pour justement travailler sur les déplacements de populations au niveau des frontières, les populations déplacées par des catastrophes naturelles, et donc essayer de partager des bonnes pratiques entre États pour voir comment protéger au mieux ces populations. Donc là encore, il n'y a pas forcément de statut, mais il y a vraiment des cadres de pratiques qui sont partagés. Et puis après, on peut citer par exemple des initiatives qui sont prises au niveau des différents pays. Donc là aussi, un peu plus à l'échelle régionale, mais vraiment en bilatéral, avec par exemple la Nouvelle-Zélande qui a récemment accueilli un réfugié de l'île de Kiribati, qui est une île qui est en train de disparaître sous les eaux dans les îles Pacifiques, et qui l'a accueilli en tant que réfugié climatique. Donc il lui a donné un visa en tant que réfugié climatique. Ça reste quand même assez marginal comme situation, mais c'est assez intéressant.
Donc, a priori, à mon avis, les cadres de protection vont plutôt se multiplier et la protection va déjà se faire avec des cadres qui sont existants plutôt que de créer un cadre de protection vraiment ex nihilo. Et je vous invite à regarder les travaux de Christelle Cournil et de Marine Denis sur la question du cadre de protection juridique de ces populations, parce que c'est pas tout à fait mon cadre d'expertise. On peut aussi parler de ces migrations, du cadre de protection des migrants dans les négociations internationales sur le climat, par exemple. Tout ça se fait principalement à travers un mécanisme qui s'appelle les loss and damage, donc les pertes et préjudices, qui est en fait le troisième pilier des négociations climat. Donc dans les négociations climat, il y a 3 piliers, il y a l'atténuation, l'adaptation et ce mécanisme de pertes et préjudices. Donc l'atténuation, c'est essayer de faire en sorte que toutes les émissions de gaz à effet de serre soient réduites au maximum et réduites à zéro. L'adaptation, c'est se poser, essayer de faire en sorte que les pays puissent s'adapter face au changement climatique. Et les pertes et dommages, c'est en fait tout ce que les pays vont perdre et comment on va compenser leurs pertes malgré le fait qu'on a fait tout en sorte pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et adapter face aux effets du changement climatique. Il y aura toujours des choses qui seront perdues. Comment on fait pour compenser ça? Et donc la question des migrations environnementales rentre dans cet espace-là. Donc tout ça a été principalement mis en place à travers le mécanisme de Varsovie, qui a été établi en 2013 lors de la COP19 et qui remplit 3 rôles principaux: améliorer la compréhension de ce que sont les pertes et préjudices, faciliter les échanges entre les États et les différents acteurs impliqués sur ces questions, et enfin renforcer l'action et le soutien en cas de pertes et préjudices. Donc là, tout le débat derrière tout ça, c'est est-ce que cadre et soutien en cas de pertes et préjudices, ça veut dire accorder des financements pour ces pays qui vont être impactés. Et donc dans le cadre de ce mécanisme de Varsovie, il y a une task force qui a été développée sur les déplacements et qui vise justement à avertir, à minimiser et à résoudre, enfin trouver des solutions en tout cas pour les déplacements de populations liées aux effets du changement climatique. Donc aujourd'hui, qui réunit à la fois des ONG, des organisations internationales et toute une série d'acteurs pour réfléchir à ces enjeux-là et puis dessiner aussi des bonnes pratiques pour protéger ces populations. Peut-être dans le cadre de cette partie aussi, et dans le contexte actuel du Covid-19, se poser la question en temps de Covid, qu'est-ce que ça change et est-ce que ça impacte les populations aussi? Donc il y a un peu deux cas de figure. Pour les personnes qui sont déplacées, il y a effectivement des risques pendant la pandémie de Covid-19 et pendant potentiellement les pandémies à venir. Déjà, il y a un risque de contamination beaucoup plus fort pendant les évacuations et dans les abris. Et il y a un autre risque qui est que le besoin de se déplacer lors d'une catastrophe naturelle entre en contradiction avec le confinement imposé et que des personnes décident de ne pas partir par peur d'attraper le virus alors qu'elles seraient en fait en danger dans leur maison. Deuxième élément, là c'est plus pour les migrants ou les personnes qui sont venues travailler en ville ou qui se seraient déplacées chez elles, qui auraient fait le choix de partir pour par exemple diversifier leurs revenus. Par exemple, au Bangladesh, il y a beaucoup de personnes qui partent des campagnes pour s'installer dans les villes et qui, du coup, pour être moins dépendants de l'agriculture, se trouvent à faire des métiers beaucoup plus urbains, travailler dans des industries ou travailler en tant qu'aide domestique. Si ces industries ferment en période de Covid,
ces migrants vont être obligés de retourner vers les campagnes et ça fait une perte de revenus significative pour leur famille. Ces pertes de revenus, c'est aussi une perte pour s'adapter localement et donc par exemple faire des investissements dans la maison et essayer de faire une maison un peu plus solide ou bien de faire ou bien d'investir dans plusieurs sacs de riz pour s'il y a un coup dur au niveau des récoltes, pouvoir avoir à manger suffisamment pour le reste de l'année. Donc tout ça, il y a vraiment un risque d'augmentation des vulnérabilités en cas de sécheresse ou d'inondation. Voilà pour ma présentation. J'espère que vous en aurez appris un peu plus sur cette question des migrations environnementales. Je me permets de terminer par le projet que je défends, donc Youth on the Move, qui est ce projet de recherche et de sensibilisation sur les migrations climatiques. Et vous en dire quelques mots et vous inviter après à regarder la web-série Les Déplacés climatiques si cette présentation vous a plu. Alors, Youth on the Move, c'est un projet de recherche donc, de l'organisation de jeunes Climates qui a été créé en 2016 pour vraiment mettre en valeur la face humaine du changement climatique et le lien entre migration et changement climatique. 3 principales activités à ce projet. Déjà, une production d'articles avec un focus principalement sur les jeunes et la manière dont les jeunes sont impactés par ces changements climatiques. Ensuite, la création d'une web-série Les Déplacés climatiques, dont je vais vous parler juste après. Et puis après, tout un travail de sensibilisation qu'on fait lors de festivals, de conférences, d'ateliers avec tous les contenus qui sont produits. Les Déplacés climatiques, qu'est-ce que c'est comme web-série ? C'est une web-série qu'on a voulu faire pour filmer et montrer pour sensibiliser à cette question des migrations environnementales. Donc, qui est constitué en 4 épisodes pour l'instant. 2 épisodes qui ont été tournés au Bangladesh et 2 épisodes qui ont été tournés au Sénégal. Et tout ça, ça a pour objectif de vraiment rendre le phénomène et de raconter des histoires de migrants environnementaux et migrants climatiques, donc rendre ce phénomène palpable, de recueillir tous les témoignages qu'on a pu et partager le vécu de ces personnes. Et puis rendre compte de la complexité d'une situation qui, en fait, au-delà des enjeux macro en lien avec le changement climatique, le changement climatique intervient toujours dans un contexte particulier. Le changement climatique a tendance à rendre tout un peu plus compliqué. Et donc tout ça, ça nous permet d'aborder une diversité de concepts en lien avec les migrations et le changement climatique. Donc ça peut être des enjeux en lien avec l'aménagement du territoire, avec les difficultés psychologiques que peuvent subir les personnes déplacées. Ça peut être toutes les questions de politique locale en lien avec les politiques nationales et internationales. Mêlés à des questions aussi de biodiversité, parce que tous ces enjeux sont bien sûr intimement liés. C'est des formats qu'on veut courts parce que ça nous permet de faire d'entamer une discussion et de pouvoir un peu débattre et échanger les impressions des uns et des autres sur cette thématique. Voilà, je vous montre les affiches de nos 4 épisodes, donc inondation, exode, brèche et digue, qui sont disponibles sur la plateforme Imago TV, qui est une plateforme engagée sur la transition écologique et solidaire. Je vous invite vraiment à y aller, c'est une super plateforme qui est gratuite, il suffit juste de s'inscrire et il y a plein de contenus très intéressants si vous êtes intéressé par la transition, mais qui ne l'est pas aujourd'hui. Voilà, et je vous partage aussi sur ce PowerPoint mon contact et les réseaux que vous pouvez suivre si vous avez envie d'avoir des nouvelles à la fois du projet Youth on the Move ou du film Les Déplacés climatiques ou bien encore de l'ONG Climates, ou tout simplement me contacter si vous voulez avoir un peu plus de précision sur ma présentation ou sur la question des migrations environnementales. Merci à tous et à toutes et bonne soirée.